Bonjour Estelle. Bonjour Jean-Michel. Ça va? Ça va très bien, oui. Bon, merci de me recevoir dans ton institut qui s'appelle Estelle's Nails. Voilà. J'ai bien prononcé? Oui, c'est parfait. Bon, eh bien, voilà, j'ai fait 13 000 km pour venir te voir. Je suis enfin arrivé à te voir, parce qu'en fait, tu rentres de métropole. Aujourd'hui, on est vendredi, tu es rentré hier. Je suis rentrée hier. Voilà. Donc l'avion a atterri à 11h50 exactement. Ouais, à la suite du congrès. Voilà, la suite du congrès qui s'est déroulé le 24 à Paris. Bon, tout le monde te connaît un petit peu, juste un petit peu, et le but de cette interview, c'est de te connaître beaucoup plus. Donc on va prendre le temps, peut-être pas 3 heures, hein, peut-être 2h30 seulement. Ça fait beaucoup. Alors présente-toi déjà au mouvement Délibéré. Alors, donc, je suis Estelle, voilà, je suis styliste d'ongles. J'exerce à Saint-Benoît depuis 2010. Je sais pas, il faut faire toute l'historique ou... C'est comme tu veux, en fait. Je sais pas. Tu fais cette activité depuis 2010. Voilà, depuis 2010. Tu as des magasins depuis 3 ans. Enfin, tu as un magasin ici même voilà, un depuis institut 3 ans, de beauté. Alors qu'avant, tu le faisais à domicile. Voilà, je l'ai fait pendant quelques années à domicile, ce qui m'a permis d'ouvrir justement cet institut. Au bout d'un an et demi, enfin un an plus tôt, j'étais assez vite débordée au bout de quelques mois et très vite j'ai demandé à Mélanie de rejoindre, qu'on crée une équipe, parce qu'il n'y avait pas encore d'équipe. Voilà, j'étais toute seule. D'accord. Voilà, donc voilà. Et en début d'année 2015, parce qu'ici nous avons la LOM, la loi d'orientation pour l'outre-mer, qui permet à tout créateur d'entreprise d'avoir 2 ans d'exonération. Et passé ces 2 ans, si tu veux, le statut d'auto-entrepreneur vient se cumuler. Donc on a aussi l'exonération de création auto-entrepreneur. Donc en fait, on a 4 ans d'exonération. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'en janvier 2015, je devais commencer à payer ce fameux RSI. Voilà. Mon mari est déjà, lui, chef d'entreprise depuis 5 ans, et lui, il réglait déjà des cotisations trimestrielles de 1500, 1600, 1700 euros. Enfin, ça dépendait des mois. C'était pas toujours le même montant, ce qui est un peu étrange quand même. C'est normal, c'est le RSI. C'est le RSI, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme je suis prévoyante, et aussi grâce à M6, qui m'a fait découvrir cette fameuse émission, ce fameux reportage où on dénonçait les abus du RSI, donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et je suis tombée sur le mouvement Délibéré. C'était en début d'année? C'était en novembre que le reportage est passé à La Réunion. Donc en début d'année, j'ai commencé, je suis tombée sur le mouvement Délibéré sur Internet, sur Facebook, et j'ai commencé à lire les commentaires et à m'y intéresser. Tu t'es libérée quasiment tout de suite? Voilà, la décision a été prise rapidement, donc j'ai eu mon attestation le 25 mars, voilà, le temps de faire ma demande. Mais je veux dire, j'ai commencé par regarder ce qui se passait sur la page, j'ai acheté le livre de Laurent C, je l'ai lu, et avant d'arriver à la dernière page, c'est bon, j'avais envoyé ma demande à Maryse, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai embarqué le mari et tout dans l'affaire, on se libère de tout, et puis voilà, c'est tout. Ok. La libération, en fait, elle a ça de particulier, tu as créé un 2e magasin. Tout à fait, oui. Donc c'est un projet que j'avais déjà dans les fonds de tiroir depuis un moment. Et le fait de ne pas payer ce fameux RSI et de faire cette économie énorme m'a permis d'investir dans le second magasin qui se trouve à l'opposé de l'île. Et d'embaucher... quelqu'un, voilà. D'embaucher, son prénom c'est... Audrey. Audrey. Voilà. En fait, Audrey, je l'ai interviewée hier soir, donc elle va passer... voilà, les gens auront déjà découvert Audrey avant de regarder ce petit reportage. Voilà. Ça vient de très loin, ton envie de créer des entreprises, puisque avant... tu sais de quoi je vais parler? J'imagine. Quand tu étais toute petite... Oui. Hein, dans la cour... Merci à ma sœur qui t'a raconté cette voilà. histoire. Tu faisais une sorte de manège avec les dans le quartier, oui. Voilà, dans le quartier. Fait, donc tu avais quel âge? Je devais avoir 7-8 ans. Ou 9 ans. Mon frère avait 6-7 ans. Et je suis l'aîné de la famille. Donc il avait reçu pour son anniversaire, vous savez, tu sais, les petits tracteurs voilà, que les gamins montent dessus. Et j'avais trouvé très bien de me mettre derrière la clôture à travers les barreaux et de faire une petite caisse. Et on faisait payer 10 centimes de francs à l'époque aux gamins du quartier pour faire un tour devant la maison, tu vois, sur le tracteur. Donc tu avais 9 ans? Oui, voilà. Tu n'avais pas d'appel de cotisation? Non, pas encore d'appel de cotisation. Ma mère me raquettait pas non plus, donc tout allait bien, quoi. Et j'encaissais et mon frère, lui, poussait le petit tracteur. C'était
l'employé, quoi. Tu le payais pas, en fait. Si, je le payais en sorbet. C'est bien. Parce qu'avec la caisse du jour, ce qu'on faisait, c'était le mercredi, le samedi, le dimanche, ben, on allait s'acheter des sorbets à la boutique du coin. Bon, lui, il en avait un, moi j'avais le sachet, hein. J'avais la globalité. Hein. Bah ouais, c'est normal, c'est moi la créatrice. C'est toi, voilà. Celle qui profite. Hein. C'est le patron qui... Voilà, ouais, c'est la petite histoire. Ouais, j'ai toujours eu cette envie de créer. Alors, un peu plus sérieusement, en fait, avant l'Institut de beauté, ici, tu avais une sorte de restaurant. Oui, j'ai fait de 2007 à 2009. Donc, j'aimais cuisiner. J'aimais, parce que je n'aime plus. Ouais. Voilà. J'aimais cuisiner. Et j'étais beaucoup dans les recettes de salades composées, de choses qui sortaient de ce qu'on a l'habitude de manger ici. Et je m'étais dit, merde, tiens, pourquoi pas, j'ai un espace, je pourrais l'aménager. Et je pourrais éventuellement créer un service de portage de repas. C'est simple, c'est facile. Et je me suis dit, ça s'adresserait aux femmes, parce que ce serait exclusivement des salades. Ici, à La Réunion, les hommes aiment bien leur riz grain carré, donc des trucs très consistants. Et du coup, j'ai démarché toutes les administrations. Je confirme, je commence à connaître... Tu commences à prendre du poids aussi, quoi. Du don. Donc voilà, donc j'ai eu cette entreprise pendant 2 ans. J'ai eu 2 salariés à mi-temps. Mais j'étais aussi sur une autre activité pendant cette période-là, donc je n'ai pas pu me consacrer à 100%, si tu veux, à mon entreprise. Donc très vite, on s'est retrouvés dans la période de crise, 2008-2009, et les ventes ont baissé, j'ai dû licencier. Enfin, les contrats étaient arrivés à terme, je ne les ai pas renouvelés. Et j'attendais aussi ma petite dernière à ce moment-là, et du coup j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Okay. Voilà. Alors, tu es quelqu'un de pugnace parce qu'en fait, juste avant cette activité, tu as décidé de reprendre tes études. Oui, c'était en 2005, donc en même temps que je préparais... Tu avais quel âge? 25 ans? Je suis née en 80. Voilà, maintenant tout le monde le sait, je suis née en 80. Voilà. Donc 2007, j'avais 27 ans. Ouais. Donc jusqu'à 2009, 29 ans. Et en 2005, en fait, j'ai décidé, après 2 ans en tant que commercial indépendant dans l'assurance vie, bah oui, j'ai fait un peu de tout. Ah oui, j'avais oublié. Oui, il y avait l'assurance vie, et avant ça, il y avait d'autres choses. Hein. Je travaille depuis l'âge de 18 ans quand même. Hein. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études, de me poser, et j'ai eu mon 2e enfant à ce moment-là. Quand tu as une idée en tête, en fait, tu ne lâches jamais. Voilà, je lâche pas. Je lâche pas parce que je pense que c'est important d'aller au bout des choses. Ouais. Voilà. D'ailleurs, pour créer les 2 instituts, tu voulais avoir le meilleur produit pour les ongles, etc. Et tu es parti faire une formation? Oui. Alors, la meilleure? La meilleure mondialement, non, je ne dirais pas la meilleure, mais une des meilleures. En tout cas, tu as fait des recherches sur Internet. J'ai fait des recherches. Pour savoir quelle était une des meilleures formations. Voilà, une des meilleures formations. Tu nous expliques un petit peu, tu nous en parles, où est-ce que tu es parti te former? Alors, quand ce métier d'onglerie, de pose d'ongles, est né voilà, je suis allée me faire les ongles, tout simplement. J'ai trouvé ça fascinant. Oui. J'ai commencé à me renseigner sur Internet, et très vite, j'ai vu qu'on proposait des formations à droite à gauche, et qu'il y avait beaucoup de monde qui le faisait. Mais je trouvais que quand je regardais ce qu'ils faisaient, ça faisait pas tilt, quoi. Il n'y avait pas le coup de foudre. Le coup de foudre, voilà, tout à fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches, et très vite, j'ai découvert que les pays de l'Est, les Hongrois, Polonais, Russes, Lettoniens, étaient des spécialistes en la question. Oui. Et que les plus belles poses d'ongles, comme tu as pu voir sur les photos ou autres, ou sur certaines de tes clientes. Voilà, sur certaines de mes clientes, les techniques venaient de chez eux. Oui. Donc tout de suite, je me suis mis dans la tête, c'est là-bas qu'il faut que j'aille me former. Et depuis que j'ai ouvert en 2009, 2010, tout ce que j'ai fait, c'était dans le but d'aller me former là-bas. Tu as réussi à le faire? J'ai réussi à le faire au bout d'1 an et demi, 2 ans. Oui. Voilà. Donc, mon premier voyage, je l'ai fait à Paris. J'ai été me former à Paris chez une Lettonienne qui est installée, qui est une des pontes du métier. Qu'on a vu en photo la semaine dernière, en fait. Sur voilà, Facebook. La blonde sur la photo la semaine dernière. Oui, c'est la parenthèse pour Arnaud, en fait. Voilà, c'est pour Arnaud. Il tombe amoureux, chaque fois que tu mets la photo d'une fille sur Facebook, il tombe amoureux. Bon. C'est Arnaud. Et lorsque j'ai pu acquérir ces techniques, j'ai voulu encore me perfectionner un peu plus. C'est un monde très particulier où on a des concours internationaux, donc je n'ai pas encore à ce jour participé à un concours. Donc c'est un projet. Je sens que tu as ça dans un coin de la tête. C'est un projet que j'ai effectivement, mais pour pouvoir m'y présenter, il faut que je sois au top niveau, quoi. D'accord. Et si on part à un concours, c'est pour gagner, c'est pas dans 2-3 semaines. Oh, peut-être pas, non, quelques années, ça demande énormément de travail. Donc je suis allée me former par la suite auprès d'une nail artiste internationale qui s'appelle Christina Calmar et qui m'a appris les techniques que j'applique aujourd'hui sur ma clientèle. Donc tes clientes reviennent
Généralement, oui, elles sont fidèles, elles sont satisfaites, elles reviennent chez moi. Voilà. Ok. Tout à l'heure, en discutant, tu me disais qu'à un moment donné, tu as constaté que dans ta vie, tu avais des barrières et que ces barrières, un jour, elles se sont levées. Eh oui, oui. Et depuis cette époque, quand tu veux faire quelque chose, tu te donnes les moyens. Je me donne les moyens, oui. Voilà. Je me suis mis pendant très très longtemps des barrières. Depuis, comme tout le monde en fait, hein. Oui. Éviter de heurter les autres, éviter de frustrer, arrondir toujours les angles avec, pour ne pas heurter la sensibilité, se plier à la norme, se conformer aux règles. Et un jour, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle qui a fait que tout ça s'est effondré. Oui. Voilà. Pourquoi se donner autant de mal? Tu veux dire les barrières se sont effondrées? Les barrières se sont effondrées. Ta personnalité a fait l'inverse. Voilà, tout à fait. C'était décider de vivre réellement chaque instant pleinement. Décider de profiter de chaque instant de sa vie, décider de réaliser ses rêves. Et depuis que j'ai eu ce déclic, parce que ça a été rapide, hein, ça a été en 48 heures, on a un déclic comme ça, on touche le fond, on se dit qu'on ne descendra pas plus bas. On ne peut pas être plus mal que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de rester comme ça? On décide de crever? Ou est-ce qu'on décide de relever la tête et de se dire non, aujourd'hui je prends ma vie en main et je décide. Le jeu, on décide. C'est nous qui menons notre vie, c'est nous qui nous mettons nos propres limites. Tu as trouvé la réponse à cette question rapidement? Parce que tu as dit je vais vivre. Je vais vivre et je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est un état d'esprit aujourd'hui que tu appliques tout le temps? C'est un état d'esprit que j'applique dans mon quotidien, que j'applique tous les jours. Parce que le moment, quand il est passé, c'est fini, terminé. L'opportunité, quand elle est passée, c'est fini. Il faut savoir rester, enfin, je pense qu'il faut cadrer quand même, il faut être assez moral, il faut... Oui. Voilà, il y a des limites, mais il faut vivre chaque instant, parce qu'on n'a qu'une vie. C'est pas se retrouver sur son lit de mort et se dire « Putain, j'aurais dû faire ça, 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 et je ne l'ai pas fait. » Oui, là, c'est trop tard. C'est trop tard. L'instant, il est passé. C'est une forme de combat, tout ça? Oui, c'est un combat, c'est un noble combat. Moi, je me suis rapprochée du mouvement de libération parce que j'ai trouvé que c'était un noble combat. Lutter contre l'oppresseur qui est, quoi qu'on en dise, les caisses, mais aussi l'État. L'État qui soutient ces caisses. Aujourd'hui, dans le village, ici, de la ville Saint-Benoît, au niveau de l'économie, c'est une catastrophe. Il y a 60% des actifs qui sont au chômage. Tout à fait, oui. Ça, c'est des chiffres que j'ai eus d'une personne qui se présentait à la mairie. Voilà, une de mes clientes qui se présentait en politique et qui m'a dit « Nous avons 60% de chômage sur la ville de Saint-Benoît. » Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 40% de la population qui, en règle générale, ne travaille pas sur la ville, travaille dans d'autres villes à côté, qui font vivre les impôts locaux. C'est horrible, horrible. En plus, au niveau politique, bon, on ne parle pas beaucoup de politique, mais le maire... Le maire est là depuis 30 ans. Le maire est là depuis 30 ans, quoi. Je me souviens d'une interview de ma gamine Salomé qui disait, voilà, les hommes neufs, ou des hommes ou des femmes neufs ou neuves, enfin bref, peu importe, en politique, qui ont des idées neuves, on ne les voit pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un maire qui a été réélu pendant 30 ans peut faire sur l'île de la Réunion pour, d'un point de vue économique, relancer la vie? Rien du tout. Comme on dit chez nous, on pommade, voilà. On colmate, on pommade, on essaie de donner l'illusion qu'on a fait quelque chose. Voilà, c'est ce qui se passe sur la ville de Saint-Benoît, qui était l'une des capitales de l'île, et qui aujourd'hui est rangée à un rang complètement... c'est même plus une ville, une référence. On n'a même pas d'hôtel, on n'a rien. Bah non, qu'est-ce que tu veux qu'ils consomment? Tout est fermé, donc en fait, les gens qui ont encore un petit peu de pouvoir d'achat vont ailleurs. Et ils vont ailleurs, tout à fait. Parce donc en fait, ça meurt petit à petit. Ça meurt petit à petit, et tu as des magasins qui s'adressent aux gens qui ont... Comment te dire? C'est des petits bazars. Des petits bazars. Ils survivent, mais quand on a 10 au mètre carré, forcément, tu en as 5 qui ferment dans l'année. Tout simplement. C'est pas évident, mais c'est la réalité des choses. On rappelle, en fait, sur l'île de la Réunion, il y a à peu près 850 000 habitants. Il y a un taux de chômage de 30%. 30% de chômage, dont 80% de moins de 25 ans. Oui, beaucoup de jeunes. C'est catastrophique, en fait. Beaucoup de jeunes. Il faut savoir aussi que ça vient de... Les jeunes ont perdu espoir. Espoir en l'avenir, espoir en l'éducation, espoir en tout. Ils quittent l'école très tôt, ne sachant pas quoi faire. Voilà.
Ils vont chercher du boulot, mais quoi, moi j'appelle ça une génération perdue. Oui, une génération voilà. sacrifiée. Hein. Voilà, c'est la génération sacrifiée parce qu'il n'y a plus de rêves. Ma génération avait des rêves. Oui. On avait des rêves, on avait envie, on regardait devant, on se disait un jour j'aurai ça, je réussirai, je ferai ça, je voyagerai, mais il faut se donner les moyens. Oui. Aujourd'hui, on est une génération à qui on a tout donné. Oui. Voilà, on a donné le maximum de tout ce que nous on n'a pas eu. Oui. J'ai 3 enfants, donc tout ce que nous on n'a pas eu, on leur a donné. Mais je me rends compte avec les années, parce que j'ai un grand de 20 ans, que ça a brisé tous les rêves. Il n'y a plus de rêves. Oui. On se contente de ce qu'on a. Oui. Et ça, c'est vraiment dommage. Cette génération qui vit aujourd'hui plus ou moins en déshérence, finalement, on l'a bien formaté aussi à ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Ah ben ça, c'est effectivement, elle est formatée. On en croise de temps en temps. Eric m'expliquait ça tout à l'heure. Il y a des gens qui sont ici, qui sont d'une métropole, par exemple, pour vivre au soleil, qui vivent du RSA et qui ne cherchent que ce qu'ils appellent une case ou une petite maison en tôle. Dans leurs propos, l'État paye. Hein. Oui. L'État paye, tout est gratuit. Donc forcément, si c'est gratuit, on profite. Pourquoi aller se faire chier du lundi au samedi, travailler, alors que l'État paye? Mais l'État paye sur l'argent de ceux qui suent, de ceux qui travaillent. Oui. C'est notre argent. Oui, tout à fait. Alors qu'on le veuille ou pas, pour moi, la libération passe automatiquement par une prise de conscience sur l'état politique de la France. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'essentiel que j'ai remarqué ici, les décisions, elles vont, même si on a un rythme qui est... c'est pas que le rythme soit lent, mais finalement, on vit un peu plus cool, on va dire. Plus cool qu'en métropole, oui. Les décisions, elles se prennent beaucoup plus vite. Moi, on a assisté à plusieurs conférences déjà. J'ai bien vu que les gens étaient extrêmement réceptifs. Ils viennent chercher les documents du CSAPR et très rapidement, ils vont prendre leur décision de se libérer ou pas. C'est comme si on était à la bordure en fait, d'une rupture qui est plus mal vécue ici sur l'île de la Réunion que dans la métropole. Finalement, dans la métropole, il y a un peu plus de confort. On dit on peut attendre. Ici, finalement, les gens n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas envie d'attendre. Il faut que ça change. Oui, il faut qu'ils réagissent. Les gens ont conscience qu'il faut réagir. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être la force de nous sur les îles. Hein. Oui, je pense. Ouais. Faut qu'on réagisse parce que si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? C'est peut-être notre caractère aussi issu de l'esclavage. Donc c'est vivre ou mourir, il faut choisir. Tout simplement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Vivre debout ou mourir à genoux. Voilà, il faut choisir. Si on veut vivre, il faut prendre une décision. Et cette décision, il n'y a pas à tourner 110 ans autour du pot, quoi. C'est clair. Enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi on devrait tourner 110 ans à réfléchir. Le doute, oui, on peut avoir des doutes, on peut apporter des réponses, mais on n'aura jamais toutes les réponses. Qu'est-ce qui est sûr dans la vie, aujourd'hui? Quelle certitude on a? Que le soleil se lève demain? Peut-être pas. Je ne sais pas, c'est une éclipse. Mais, ben oui, mais c'est une vérité. Mais ce qui est sûr, et la fatalité, c'est la mort et les impôts. Oui. C'est la seule certitude qu'on a aujourd'hui. Les impôts te retrouveront toujours, quoi que tu fasses. Enfin, je sais pas, après il y a peut-être des solutions. Je dis rien. Et la mort, c'est inéluctable, quoi. On va tous mourir. Oui, c'est vrai. Donc, profitons. Profitons, mais bien sûr, profitons, vivons. T'as encore des rêves, Estelle? Oh mon Dieu, une caisse bien pleine. J'ai plein de rêves à réaliser encore. Si tu devais avoir cette caisse-là, mettre ta main à l'intérieur et sortir un de tes rêves? Oh, tu sais, moi j'ai beaucoup de projets, j'en ai déjà réalisé quelques-uns. Oui. Voilà, Ah oui, il y en a un que je connais. Ah oui, c'est le voyage. Oui. Ouais, le voyage en Écosse, parce que je voulais à tout prix voir le Loch Ness. Est-ce que tu as vu le monstre? Non, j'ai pas vu de monstre. On a sondé, hein. J'ai fait la croisière sur le Loch. On a sondé le fond, mais j'ai pas vu de monstre. Peut-être pour la prochaine fois, on ne sait pas. Peut-être. Voilà. Mais j'ai beaucoup de rêves. Allez, fais-nous partager un de tes rêves personnels. Personnels? Personnels, ou qui implique les gens que tu aimes, les proches. Monica, par exemple. Ma sœur, non. Ma sœur, elle est beaucoup plus terre-à-terre que moi. Un de mes rêves, c'est de me retrouver, tu sais, sur Madison Square. Voilà, en plein milieu. Et être là, tout simplement. Avec les stars? Peut-être, mettre non, ta main dans pas forcément avec les stars, tu vois, mais être là. Ah, c'est pas Hollywood Boulevard, c'est Madison Square Garden. Voilà. D'accord. Ce grand boulevard à New York, où tu es... me retrouver là. Parce que c'est tellement incroyable de me dire que j'habite sur une toute petite île, tu vois, Oui. au milieu de l'océan Indien. Quand j'étais gamine,
Le rêve de mes parents, c'était de nous emmener en France, en métropole. Donc c'était le rêve. C'était quand tu allais faire le voyage, tu avais toute la famille qui venait, qui t'embrassait, mais à bientôt, au revoir et tout. C'était the rêve, quoi. C'est le truc énorme. C'était presque inaccessible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 24 heures de tout. Oui, absolument. Donc tout est possible. Et pourquoi certains y arriveraient et pas moi? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Pourquoi je ne me retrouverai pas dans 48 heures ou 24 heures à Madison Square Garden? Ben, j'y travaille. J'y travaille. Et pour y travailler, il faut que je paye moins de charges. C'est pas moins de charges. Il faut que tu payes tes charges. Il faut que je paye mes charges, mais là où tu as le droit de le faire. Là où j'ai le droit de le faire, et aussi, comme je le dis, avec un tarif peut-être qui est beaucoup plus honnête. Plus humain. Plus humain, tout à fait. Au niveau du CSAPR, quel est ton engagement? Parce qu'en fait, comment tu as fait pour te libérer? Tu as cherché sur Internet, ça on l'a bien compris, mais comment est venu le CSAPR dans ton quotidien en fait? Dans mon quotidien, j'ai fait des recherches, donc j'ai adhéré au MLPS d'abord. J'ai commencé ma libération via le MLPS. Oui, donc uniquement sur tes recherches Internet? Uniquement sur mes recherches. Tu ne connaissais pas Eric à l'époque? Pas encore, non. Mais je me suis dit, je suis sur une île, c'est pas possible, je ne peux pas être toute seule. Pas Eric, Franck, voilà, je connaissais encore personne. Michel, Didier, etc. Et ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait parce que dans la procédure, je sais qu'à un moment, il y aura les tribunaux. Oui. Et je ne voulais pas me retrouver seule. Et je ne voulais pas être toute seule face à ça. Et le MLPS à 13 000 km, comment j'aurais fait? J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur des articles de journaux sur Internet, voilà, Imaz Press ou autres, qui parlaient justement du collectif, du CSAPR. D'accord. Je me suis dit, tiens, j'ai cherché par tous les moyens leur numéro de téléphone parce que ce n'était pas évident, il n'y avait pas beaucoup de communication. Et je suis allée à ma première réunion. Et quand j'en suis sortie, c'était génial, on était une quinzaine. C'était un peu avant, en février, je crois. D'accord. Non, un peu après mon inscription. Au mois de mars ou au mois de mai. Et très vite, quand je suis sortie, j'étais convaincue. Je me suis dit, c'est génial, j'adhère, je signe où, voilà. Et j'ai dit, mais moi, je pense que vous devriez faire vivre votre page Facebook. Et du coup, oui, et ils m'ont dit, tu sais, on n'a pas le temps et tout, mais on sait pas faire, de temps surtout. en temps. Ouais, voilà, excusez-moi les mecs. Hein. Donc, je balance. Je me suis proposée, voilà, parce que moi, ce qui a fait connaître ma société, c'est Facebook. Ce qui m'a ramené de la clientèle, c'est Facebook. Alors, il y a un truc énorme, ta page Facebook. Mais tu bats les records, mais c'est hallucinant, quoi. Mais non. Attends, montre-nous. Alors, ça fait combien de temps que tu as la page Facebook pour ton magasin? 5 ans. 5 ans, et je publie quotidiennement mon travail. Ouais. Donc, j'aime bien. Voilà. Le quotidien de l'entreprise, tout ce qu'on fait. Tu vas montrer à la caméra, en fait, le nombre de personnes qui ont cliqué sur j'aime sur ta page Facebook. 104 729. Voilà, on a dépassé la barre des 100 000 récemment. Alors, c'est 3 fois plus que la page comment quitter la sécu. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quasiment 7 fois plus que les libérés de la sécu. De fil en aiguille, on contamine forcément. C'est dingue. Alors, c'est dingue. C'est pas que les gens de la Réunion, c'est un peu partout? Non, c'est partout dans le monde. Je vais voir si je peux te trouver les stats. Donc, ça commence d'abord par la zone océan Indien, parce que je suis distributrice de la marque que j'utilise, Isflow Nice System, que j'importe Vous avez fait de la pub. Des États-Unis. Voilà. Donc, il faut savoir que cette marque n'est pas disponible en France. Bah si, sur l'île de la Réunion. Sur l'île de la Réunion. Mais je n'ai pas le droit de le vendre en France, parce qu'il aurait été réservé par une entreprise belge. D'accord. Voilà, donc il y a des contrats de territorialité, c'est comme ça. Vive les contrats. Voilà, donc moi je suis très contente, j'ai les produits pour moi, donc ça me plaît, j'ai pas besoin de plus. Et j'ai beaucoup de gens de Mada, beaucoup de gens de l'île Maurice, plus que la Réunion. Ah oui? Ah oui, plus que la Réunion. D'accord. Mais j'ai aussi des gens qui connaissent mon travail en Angleterre, en métropole. J'ai plus de 5000 personnes qui me suivent depuis la métropole. Et aussi d'autres pays en Europe. Voilà. Donc, chapeau, dont 500 personnes des États-Unis. Donc ça par contre, ça m'a étonné. Hein. Les États-Unis. Chapeau. Super. Estelle, on a fait à peu près le tour. Hein? Je crois. En tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que tu es venu représenter le CSAPR au Congrès. Oui, timidement, j'avoue. Oui, timidement, pour quelqu'un de timide, c'était exceptionnel. Parce qu'en fait, j'aurais voulu dire plein de choses, mais j'étais impressionnée par la salle. Donc, t'as pas donné l'air d'être impressionné quand même. Honnêtement, moi j'ai été déçue de
déçue Heureusement que j'ai eu un discours. Ouais. Voilà. Parce que... Mais tu l'as maîtrisé, tu l'as tenu ton discours. Hein. Oh, j'ai haché quelques mots, mais ça va. J'ai inventé des nouveaux mots. Voilà, la salle a dû se demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est très bien, tu es une créatrice. Oui, j'ai créé un nouveau vocabulaire. Voilà. Et c'était vraiment énorme de me retrouver, de me retrouver là-bas. Pour représenter le collectif. Ouais. Les choses se sont enchaînées, c'est parti tellement vite. On explique en fait rapidement, il fallait envoyer quelqu'un du CSAPR, c'est tombé sur toi, pas par hasard. C'est tombé sur moi. Et bon, tout le monde s'est cotisé pour une partie du billet d'avion en fait. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est précipité. C'est comme ça que ça s'est prévu. Hein. C'était pas prévu. Jusqu'à le dimanche précédent mon départ, c'était pas prévu. Ouais. Et je me suis dit, chiche, pourquoi pas. C'est une opportunité. On s'est bien mariés. J'étais super contente de rencontrer tout le monde. C'était énorme. Vous voir sur Internet et découvrir le groupe, vivre quelques heures au quotidien avec... C'était incroyable. J'en reviens toujours pas. Je suis toujours pas redescendue tellement c'est énorme. Non, mais c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était extraordinaire. C'est fou. Et puis, j'ai été... voilà, tu m'avais même pas dit à quel moment je passais. C'est pas moi qui décide. Hein. Voilà, donc quand on m'a appelé, je savais plus où me mettre. non, mais ça a duré 5-6 minutes. Voilà. Tu as été applaudi plusieurs fois. Et à la fin, standing ovation quand même. Merci beaucoup. C'était énorme. Oui, merci. Estelle, il me reste une dernière chose. Sur cette petite interview, tu vas regarder le fond de la caméra, puis tu vas faire ce que font tous les gens qui passent sous la caméra. Tu vas avoir le dernier mot. Donc, pour qui tu veux. Voilà. Donc, j'espère que ça va durer une demi-heure le dernier mot. Hein. Allez, vas-y. Peut-être pas. Je dirais que vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux. Ensemble, on sera... Ensemble, on est plus fort. Et ensemble, on peut vaincre. Ensemble, on va vaincre. Donc, il faut en parler autour de soi. Il faut diffuser le message pour que chacun rejoigne le mouvement et qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes avec ces caisses. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. De rien. Bye bye. Bye.